Enregistrement. Bonsoir. Association APSDC, conférence débat du mercredi 15 mars 2023, où nous allons traiter ensemble de la thématique de civilisation, une thématique où nous allons nous poser des questions de civilisation. Quelle société envisageons-nous pour demain? Et la première question dont nous allons parler, est veux-tu une civilisation au sens éthique et écologique du terme? Et pour agrémenter donc cette discussion, je vais vous lire les propositions qui expliquent dans ce petit livre, chaque question. Donc la première proposition est la proposition numéro 73. L'écologie, loin d'être un luxe de nantis, devient, sous cet angle astrophysique, le complément indispensable à l'essor économique qui assurera la stabilité future de nos sociétés, les transformant en une civilisation au sens éthique du terme, d'où l'esclavage sous toutes ses formes, notamment celle du salariat habile qui précarise, sera pour toujours exclu. Enfin, nous allons démarrer là. Bon, ce qu'on peut déjà noter tout de suite, c'est qu'en effet, l'écologie à un certain niveau, c'est s'assurer du bon fonctionnement de la planète, s'assurer qu'on ne va pas mourir dans des catastrophes, et puis s'assurer aussi, on va y revenir dans la suite de nos questionnements sur la civilisation future. La grande question, elle est là aussi, s'assurer d'un remplacement des énergies fossiles par des énergies durables, des énergies renouvelables. Si d'autres ont un mot à rajouter ou quelques réflexions, sinon tu attaques la suite, Serge. Oui, moi je voudrais bien dire quelque chose, si vous le permettez. Bien sûr, oui. Vas-y Fred. Alors, ce que je trouve fondamental, très intéressant dans cette première proposition, le fait qu'elle soit lue comme ça en introduction, c'est qu'elle insiste sur la notion d'esclavage. Et en fait, ça, c'est important puisque ça met en avant un principe qui, à mon avis, est fondamental, c'est celui du pouvoir, en fait. Parce que qui dit esclavage dit pouvoir de l'un ou des uns sur d'autres. Et en fait, il me semble que c'est vraiment un élément de base, un élément fondamental et aussi de base sur lequel partir, et qui est de dire, dans une civilisation digne de ce nom, chacun doit être à la fois jaloux de son pouvoir, c'est-à-dire ne pas accepter finalement d'avoir moins de pouvoir qu'un autre, parce que, ou que quelqu'un développe un pouvoir, que ce soit par divers d'ailleurs biais économiques aussi, qui développe un pouvoir tel que ça devienne une menace pour soi. Mais également, c'est une civilisation qui refuse l'esclavage et qui donc va refuser peut-être justement de ne pas se soucier du pouvoir de l'autre. À la fois, on est jaloux de son pouvoir, mais on est soucieux du pouvoir de l'autre. Et là, on voit que ça serait du coup une civilisation qui ne tolérerait pas qu'il puisse s'instaurer des logiques de domination et donc d'esclavage. Ça me semble être très très important. On voit que ça pointe directement vers un système qui soit beaucoup moins inégalitaire, un système qui soit soucieux de la formation et du développement de chacun, un système qui soit démocratique, c'est-à-dire dans lequel vraiment le pouvoir, même politique, soit partagé. Et ça, il me semble que c'est une base, parce qu'on va voir les aspects suivants, notamment écologiques, technologiques et tout ça. Peut-être que ces aspects peuvent se développer dans d'autres types de civilisations ou d'organisations politiques, bien que ça puisse se discuter. La viabilité d'un système, mettons, technologiquement très avancé, mais qui soit très inégalitaire ou avec de l'esclavage, sa viabilité pourrait vraiment être mise en question. Mais quand bien même ça existerait, ça pourrait exister, un système qui tolère, ou une civilisation qui tolère l'esclavage, et donc ces différences de pouvoir énormes, pour le coup, moi, me poserait question et me semblerait peu désirable. Voilà, c'est pour ça que je trouve que cette introduction est parfaite pour le coup. D'accord, oui, tu as raison. Il est vrai que là, on était sur l'aspect philosophique de l'éthique,
Et en effet, on peut se dire que le salariat qui amène des flots de gens dans des burn-out, c'est un début d'esclavage, complètement en accord avec ce que tu viens de dire. Oui, et puis la précarité qui s'ensuit, puisque au niveau du salariat, l'employeur tel que nous le connaissons peut jeter son salarié comme il le souhaite, et surtout le payer avec un lance-pierre. Quelqu'un d'autre? Non. Alors, Non, si vous attaque la suite, Serge. C'est ça la question. Alors, veux-tu une civilisation au sens énergétique, technologique et économique du terme? Et pour ça, je vais vous lire la proposition. Pour illustrer, je vais vous lire la proposition numéro 72. Ainsi, et en considération de cette réalité dans son ensemble, réunissant la donne économique et la donne technologique, mais aussi et avant elle la donne énergétique, fondant l'analyse synarchique de notre quête de civilisation. Une définition sérieuse de la civilisation se base sur cette donnée astrophysique à l'échelle de la planète depuis la production d'énergie renouvelable. Alors là, c'était le petit mot que je prenais juste avant. C'est vrai que on va arriver à la civilisation d'après Kardashev, mais il est vrai que c'est intéressant de se dire qu'il faut se libérer des énergies fossiles. D'autres réflexions? Trouver des énergies renouvelables peut-être moins chères, plus, je vais reprendre le mot tout à l'heure, plus éthiques, parce que là, si on est dans un temps où le coût de l'énergie va devenir de plus en plus important pour tout un chacun. Donc il faut trouver les moyens de promouvoir donc, une énergie renouvelable, plus éthique et moins coûteuse pour tout un chacun. C'est ce que je pense. Donc, dans la civilisation de demain, les énergies renouvelables sont importantes. Quelqu'un d'autre? Bon. Alors, Stéphane? Mais la réflexion qui me venait à l'esprit s'agissant de la substitution de l'énergie fossile par une énergie renouvelable, on ne pose pas la question de la quantité d'énergie. évidemment. Et temps aussi, la question de est-ce que c'est dans 6 mois ou dans 30 ans? Et peut-être que si on devait revenir en arrière sur la notion d'écologie, il y a aussi retrouver un rythme, les saisonnalités, les biorhythmes, retrouver des rythmes qui soient plus naturels, plus respectueux et de ce fait plus frugaux. Frugaux, je ne sais pas si je ne sais pas si ce mot existe. Mais retrouver une frugalité et une forme de sobriété en même temps qu'on est en train de réfléchir à des énergies renouvelables plus efficaces. On s'interroge aussi sur la quantité d'énergie qui est dépensée. Et ralentir le rythme, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écouter les autres. Il y a aussi, en même temps que la question de l'énergie, il y a la gestion du temps et la gestion du rapport aux autres. Oui. Alors, on attaque la... Personne ne veut rebondir? Oui, Fred? Oui, là-dessus, sur justement cette compréhension de la nature et le fait de s'harmoniser, je crois que c'est très important justement d'essayer de développer la compréhension justement des équilibres et des écosystèmes, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir une menace liée à un épuisement, tout simplement des ressources, mais aussi le fait que la consommation des ressources
alors qu'on ne comprend pas, ou d'ailleurs qu'on comprend, mais qu'on veut faire quand même en dépit des dangers, ça peut créer ce qu'on va appeler des emballements, des rétroactions positives qui vont être catastrophiques au niveau écologique, sur un domaine donné, mettons sur le climat. Et on voit aussi qu'il y a différents aspects qui sont interconnectés. Par exemple, une catastrophe ou un emballement au niveau climatique plaît à un épuisement de notre source principale d'énergie, mettons que ce soit des énergies fossiles et qu'on les consomme entièrement, peuvent avoir des conséquences en cascade sur l'économie, donc sur la précarité, sur la stabilité politique et tout ça. Et ça me fait penser au point précédent, du coup, là, on voit un peu le lien, c'est qu'on parlait de l'esclavage et de la démocratie et du souci, pour contrebalancer ça, du souci du pouvoir de l'autre et de son propre pouvoir et de la formation. Et on voit les aspects pervers parce que plus on rend les gens esclaves et plus on s'habitue, et en fait, et plus il y a un mécanisme où ça s'auto-justifie. C'est-à-dire, on va dire, bah, c'est bien normal qu'il y ait des gens qui soient esclaves parce qu'ils sont inférieurs et puis ils sont mis dans des conditions où, en fait, ils ne peuvent pas avoir accès à la formation, avoir accès à la vie économique. Et du coup, c'est de pire en pire pour eux. Ça justifie de plus en plus leur domination et c'est de plus en plus difficile. Et tout ça s'auto-entretient d'une manière qui est potentiellement catastrophique. Et on voit que voilà, on peut penser peut-être tous ces éléments-là sous l'angle, justement, comme tu le disais, de l'écologie ou des dynamiques des écosystèmes. Oui. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas de petite pierre à apporter. Alors, veux-tu une vraie civilisation au sens Kardashev vient du terme, puisque nos sociétés ne sont pas des civilisations, mais tout au plus leur embryon. Notre civilisation, si nous devions la nomenclaturer, serait une civilisation de type 0, puisqu'elle tire encore son énergie de végétaux morts et de pétrole, ce qui est extrêmement primitif. C'est une proposition du petit livre jaune, en effet. C'est une proposition de 77, 78, 79, 83, 84, 85, que vous pouvez retrouver dans ce petit livre. Et souvent, évoquons un instant Nikolai Kardashev qui, en 1964, a proposé, ça a été évoqué un petit peu avant, la notion d'énergie pour savoir en térakilowatts, pouvoir situer une civilisation, comprendre combien une civilisation coûte, consomme, combien aussi une civilisation peut générer d'énergie, et s'apercevoir qu'au bout d'un moment, on peut penser qu'il y a peut-être dans l'univers, autour de nous, des sociétés plus avancées que nous, qui seraient vraiment des civilisations, qui ne seraient déjà plus dans des guerres comme les guerres romaines qu'on connaît depuis l'Antiquité, ou des guerres en jachère où on met la main sur un pays, on colonise, on esclavagise les gens, on prend les ressources, puis après on laisse tomber, puis on va dans un autre pays et on recommence le principe de guerre en jachère. Et l'idée de Kardashev était de se dire, mais l'univers qui a plus de 13 milliards d'années, nous on est sur une planète qui a environ 5 milliards d'années, donc on est beaucoup plus jeune que des civilisations qui potentiellement existent déjà, et qui, elles, ont peut-être justement pu dompter l'énergie de leur étoile locale à travers la machinerie motrice, puis après photovoltaïque, et puis après carrément des projets comme il y en a deux maintenant, un qui vient de la Chine, un qui vient des États-Unis, d'avoir une sorte de voile solaire qui tournerait autour. Ça, c'est ce que Kardashev appelle ensuite, après avoir pu capter l'énergie directement depuis notre planète, eh bien, c'est d'aller plus loin, ce qu'il appelle donc civilisation de type 2, où là, on installe une voile solaire, ou un système, c'était la sphère de Dyson, un physicien aussi qui avait pensé à ça, qui capterait directement l'énergie de l'étoile locale. Et ce qu'on a mis en place comme projet là, aux États-Unis et en Chine, c'est d'avoir sur la Terre un système qui serait donc une sorte de voile qui, pendant que la Terre tourne,
va être capable d'attraper l'énergie du Soleil. Et donc toute la Terre va être enrichie. Évidemment, pendant un certain temps, les détenteurs de ces technologies pourront dire on demande de l'argent à ceux qui en profitent, mais au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de demander de l'argent, ça pourra s'équilibrer autrement. Donc c'est assez intéressant de penser là aussi un développement vers un système de redistribution, ce que disait Fred, et en amont d'ailleurs, le petit passage aussi de ce que tu disais Stéphane, c'est vraiment là on est devant des changements possibles, radicaux de civilisation, où l'idée, ça va être de se dire, ces voiles photovoltaïques qui vont permettre à la Terre d'être complètement inondée d'énergie solaire démultipliée, c'était d'ailleurs dans le livre d'Albert Einstein, comment je vois le monde, je vois la vie, je me souviens plus de son titre exact. Bon, eh bien, Einstein évoquait ça, l'idée qu'un jour ou l'autre, on pourrait, avec le nucléaire, répandre sur toute la planète une égalité, un bien-être. On revient sur la notion d'égalité. Alors que là, eh bien, ce sera peut-être avec l'énergie du soleil, mais on arrivera peut-être très bientôt, dans quelques décennies, à lancer ce projet. Quelqu'un va m'en dire là-dessus? Kardashev? Non, bah, écoutez, c'est pas grave, c'est que l'essentiel a été dit. Une vraie civilisation aura-t-elle encore besoin du lavage de cerveau des publicités absurdes, alors qu'une publicité enseignante serait plus utile à tous? Là, on va aborder la consommation, on va aborder les problématiques de divertissement, on va aborder ce qui est écrit, le lavage de cerveau médiatique, le lavage de cerveau des publicités qui nous assaillent. Donc là, je pense que ça va rebondir. Constantin, Henri, dis-nous. On parlait tout à l'heure de la consommation, en tout cas de la sobriété. Stéphane parlait de la sobriété énergétique, hein, plutôt de l'idée de ne plus consommer de la même manière, de se restreindre à des choses utiles et non pas à consommer de l'énergie, en fait, à créer, pas forcément créer du bien-être, parce que le bien-être, ou en tout cas ce qui est lié au bien-être, ça reste essentiel pour moi, hein. Mais plutôt de créer des produits de consommation juste pour enrichir des personnes et pour faire consommer les gens sur des besoins qui sont moins utiles ou inutiles. Maintenant, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant utile et inutile? Et donc, je dirais que dans l'idée, c'est plutôt de dire qu'est-ce qui amène à du gaspillage, ou plutôt en tout cas de la production de détritus ou d'éléments qui sont non recyclables, non recyclés. Moi, j'ai pensé, bon, là pour le coup, je vais peut-être un tout petit peu loin, mais on a vu en tout cas la fin du plastique, enfin, j'espère en tout cas, qui a donné lieu à la création de sacs en papier, en tout cas en papier recyclé, hein. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, finalement, pour produire autant de sacs en papier, on n'arrive pas à recycler assez vite. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va bien falloir trouver une autre idée. Alors on a vu aussi le même procédé arriver dans les fast-foods. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au McDo. Alors bien sûr, pas des grands consommateurs de McDonald's ou de fast-food, mais j'ai pu constater que... Ne citons pas de marque. Bon, fast-food. Oui, pardon, non mais des fast-foods qui utilisaient très souvent, en tout cas, les emballages en carton et en papier, sauf que le carton et le papier sont devenus des denrées rares. Forcément, parce que recyclage, et si par recyclage, nécessité d'avoir des matières premières.
Donc on en revient en fait à l'utilisation, comme à la maison, d'éléments qui sont réutilisables, comme la vaisselle, comme les éléments. Donc dans la réalité, en fait, oui, la publicité, la consommation, etc., nous a amené à des comportements complètement aberrants. Et en effet, je parle de la publicité pour les biens de consommation, hein. Parce que pour les services ou pour tout ce qui est lié au bien-être ou à l'art, je pense que ça reste quand même utile. C'est un moyen de communication qui doit subsister. Donc, quand on parle de publicité, il faut bien préciser, en tout cas Et pour là, la partie qui est associée à la consommation de biens qui potentiellement peuvent avoir un effet néfaste sur l'écologie ou sur la consommation des ressources, en tout cas les ressources soit fossiles ou autres, qui sont rares, voilà, ou qui deviennent de plus en plus rares. et là, dans ce que je vous ai lu, dans le questionnement que je vous ai lu, il est question de publicité enseignante. Donc, ce serait une taxe au savoir. Par exemple, sur une publicité de 3 minutes, il y aurait obligation pour le publicitaire, pour le média pour la publicité, le publicitaire, de donner sur ces 3 minutes, 40 secondes, 1 minute à la science pour enseigner et donc pour apporter un savoir à tous ceux qui regarderont cette publicité, et donc que ce ne soit plus une publicité destinée complètement à la vente, mais une publicité aussi qui accroît les connaissances et les savoirs et qui donne envie, une publicité avec cette partie de curiosité qui pourra amener ceux qui regarderont cette publicité et l'écouteront à aller vers les sciences ou vers la littérature ou vers les arts. Voilà ce que je voulais aussi ajouter. Oui, c'est en effet dans le pacte synergiste durabilisme, dans le petit livre jaune que tu mentionnais, Serge. Il est vrai que c'est important de se dire que si on veut une civilisation un peu plus, on va dire, humaine, la problématique qui est là, c'est d'arriver en effet à ce que la publicité ne soit pas simplement un moyen de produire de la surconsommation. Moi, je vais acheter 5 pullovers si un seul ou deux me suffisent. Pourquoi j'en acheter 15 finalement, et puis les jeter, les vendre, c'est cette idée-là. Mais en même temps, en effet, ce que vient d'ajouter Serge, se dire que je découvre une publicité qui m'annonce qu'un pullover c'est fabriqué avec tel matériau, qu'il faut de l'eau, qu'il faut ceci, cela pour le fabriquer. Et donc, je commence à réaliser à ce moment-là que c'est un coût énergétique, c'est un coût humain aussi, des pauvres gens dans tel ou tel pays qui vont fabriquer pour pas cher des pullovers, par exemple, et se dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin de 15 ou de 5 alors que 3 me suffiraient? Et parce que, justement, j'ai appris quelle est la science qui est derrière la fabrication du pullover. Donc, ces quelques instants dans la publicité qui serait rendu obligatoire et qui permettrait de comprendre, d'amener aussi des gens plus jeunes à se dire mais tout est scientifique dans ce monde. Étudions ce qui existe, étudions comment ça fonctionne. Ce serait en effet la base civilisatrice, pour le coup, d'un monde justement de moins de rejet, moins de gaspillage, et ce dont on parlait avant. J'ai envie de réagir sur la publicité, dans le sens où aujourd'hui, ce qui serait proposé, c'est de substituer à un message de consommation un message d'éducation. Oui, c'est ça. Et on n'aborde pas un autre effet de la publicité et du marketing qui est l'effet d'image et qui est la nécessité finalement pour les consommateurs
être rassurés sur le fait que, en consommant d'une certaine manière, en affichant telle marque, ils appartiennent à la société. Ils font société. C'est vrai. Et je pense que c'est probablement ça qu'il faut réinterroger. C'est-à-dire quels sont les fondamentaux de l'appartenance à une société, et notamment l'éducation, par exemple. Mais alors là, Stéphane, tu poses une énorme question. Je me permets de reprendre la parole parce que j'ai été marqué quand tu vas dans une épicerie ou un supermarché, tu découvres que c'est quand même notre nourriture à tous, c'est la nourriture de la planète. On est là, sur cette même planète, on est tous ensemble sur le caillou. Et en même temps, paradoxalement, il y a des gens qui vont jeter, abîmer, détériorer les objets de consommation de nourriture. C'est très impressionnant comment tant de gens, et ça pose vraiment une question d'éducation, en effet, je reprends ton terme, comment tant de gens, on arrive à se dire, oh mais c'est pas à moi, oh, c'est des sales riches qui sont propriétaires des grands magasins, je peux jeter comme si c'était réel. Alors qu'en réalité, comme on le sait, maintenant dans les grands magasins, on demande à la petite société qui vient installer son petit maître de produits de venir l'installer soi-même parce que les gens du grand magasin disent c'est plutôt dans nos prérogatives, on n'a plus le temps, on n'a pas l'argent, on ne va pas payer quelqu'un pour installer tout ça. Mais finalement, c'est de plus en plus tiré vers le bas. C'est on va bientôt installer des chariots et dire aux consommateurs installez vous-même dans les rayons. On en est presque là, tellement tout s'est appauvri. Donc à un moment donné, la vraie question, alors là je vous la soumets à tous, hein, c'est une grande question, comment amener justement, alors tu disais, à être en société, comment amener des gens qui dans leur mentalité se disent ah c'est pas à moi, c'est à comment les amener à se dire non, on est tous sur le même caillou, sur la même planète, et le grand magasin il profite peut-être à certains, mais c'est en même temps notre nourriture, un peu ce que disait aussi Fred tout à l'heure, c'est vraiment c'est notre matériau, c'est la planète. Si on la détruit, si on jette, si on gaspille. Oui, c'est justement ce à quoi je pensais. C'est une société où le gaspillage est omniprésent. Et donc, il y a, avec ce gaspillage omniprésent, les cerveaux pensent que c'est normal. Et les cerveaux aussi pensent que c'est anormal, mais puisque c'est là, et on pense que c'est inévitable, que tout ça est... on ne peut pas l'arrêter. On va continuer à gaspiller. Alors là, je rebondis, je monopolise encore la parole, mais ça me rappelle évidemment un livre qu'on a tous lu dans notre jeunesse, dans les années 1880, La médecine psychologique par Pierre Janet, qui était un des inspirateurs de Sigmund Freud, tout le monde le sait. Et Janet, très étonnamment, est-ce que quelqu'un peut avoir la bonté d'ouvrir, de sonner, de prendre. Et alors, ce qui se passe, c'est que Pierre Janet évoque, à son époque, les années 1880, que tout simplement, c'est terrible, les gens, et principalement les femmes, sont en surconsommation à partir d'une maladie psychopathologique, il appelle ça comme ça, qui est ce qu'on appellera aujourd'hui, d'ailleurs on a pris un terme qui n'est plus celui de son époque, heureusement, mais qui est tout à fait clair, une sorte de folie consommatrice. C'est-à-dire, j'existe parce que je consomme. Ouais, si j'ai ce vêtement-là, attention, c'est une grande marque, je suis quelqu'un d'important, ou d'important, c'est féminin, respectez-moi. C'est pour dire aussi... C'est l'effet image. C'est l'effet image de la publicité. Et le fait que aujourd'hui, l'appartenance à la société, elle passe par l'image. C'est ça. Et elle ne passe pas par des comportements collectifs. Et je vais donner un exemple. On parlait, je rebondis sur le fait que aujourd'hui, la consommation, la surconsommation et le gâchis sont invisibles. Il faut une grève des éboueurs pour se rendre compte qu'on produit chacun 500 kilos de détritus par an. Et 500 kilos de détritus par an chacun, c'est énorme.
Mais il faut une grève des éboueurs pour se rendre compte qu'en 3 jours, les rues sont jonchées de immondices. Et donc, premier effet, rendre visible la consommation, l'intégrer dans un système plus global. Et moi, j'ai envie de donner comme exemple quelque chose qui est à la fois poétique et un peu spécifique. Mais en Angleterre, la distribution du lait, elle se faisait au domicile par un système de petites bouteilles en verre qui étaient consignées. Oui. Et donc, il n'y avait pas de consommable en tant que tel, puisque les bouteilles de verre étaient en circuit fermé pour la production de lait, la distribution du lait. Et ça veut dire que quand on consommait du lait, ben, on était partie prenante d'un système plus global dont on connaissait au moins 3 étapes: l'étape de distribution et l'étape de mise en container. Mise en container, distribution avec le milkman. Recyclage, dont tu parles. Et recyclage. Et donc, en Angleterre, prenons l'exemple de la consommation du lait et de la distribution du lait, sur un cycle qui devait probablement comporter 6 étapes: production du lait par la vache, pasteurisation du lait et mise en container dans l'usine, distribution, consommation et recyclage du container. J'ai cité 5 ou 6 étapes, et sur les 5 ou 6 étapes, le consommateur, le citoyen, avait une action sur au moins 3. Et aujourd'hui, quand je consomme du lait, je ne sais pas d'où il vient, je l'achète et la bouteille en plastique, je la mets, ou en Tetra Pak, je la mets dans un conteneur jaune et je ne sais pas où ça va. Et c'est cette absence de conscience et de connaissance sur finalement l'impact de mes choix de consommation qui sont à remettre en question. Et d'où à l'origine la publicité, d'où à l'origine le point de départ étant la publicité, et on revient sur probablement la nécessité d'éduquer. Oui, ta mère levait la main, c'est bon. Bonjour, ouais. Dis-nous. Bonjour, excusez-moi, j'arrive en retard, j'arrive comme un chien dans un jeu de quilles, mais déjà j'apprécie énormément le fait que vous soulignez le besoin d'avoir un service public des cultures scientifiques par cette question d'une taxe sur les publicités. Finalement, ça revient à construire un service public de l'audiovisuel qui va subventionner des émissions de culture scientifique, comme l'ont été C'est pas sorcier pendant de nombreuses générations. Aujourd'hui, ça a été sur Arte, il existait quelques émissions de culture scientifique. Celles-ci ont été supprimées du service public. Donc, il a existé un système vertueux qui amenait les populations à gagner en compétences en culture scientifique et technique. On peut mettre en regard la perte de compétences scientifiques de la part des journalistes. Aujourd'hui, les pages sciences de Libération, du Monde se sont réduites à peau de chagrin, et sur d'autres journaux aussi. Donc la notion de la culture scientifique est un vœu pieux que je souligne. D'ailleurs, je viens moi-même de 20 ans de pratique sur ces questions-là. C'est pour ça que cette question de la culture scientifique, elle est fondamentale, je l'entends, mais elle ne peut pas se résumer juste à un acte de pédagogie. La culture scientifique, c'est aussi amener une qualité de débat, une déconstruction du monde. Aujourd'hui, malheureusement, on résume trop la notion de culture scientifique à une façon de vous faire admettre un propos déjà établi, et non pas une remise en question. Sur les débats qui nous bouleversent tous, les questions écologiques, les questions environnementales, on a besoin de débats scientifiques. Et malheureusement, on se résume beaucoup à faire intervenir une personne en blouse blanche pour appuyer notre propos. Et on ne s'appuie pas sur une culture du débat qui se construit de manière scientifique. Alors ça, c'est vrai que c'est très interpellant. Merci, parce que oui, c'est vrai que si on relit Platon, Platon explique à un moment donné qu'il a choisi non pas l'écrit dogmatique, mais un écrit qui présente des dialogues. Et pourquoi il y a des dialogues? Parce que justement, c'est plus vivant et ça permet justement cette rhétorique et cette démocratie du propos. Tel dit ça, Mélodiane, mais tout est langue, je ne serais pas d'accord avec toi. Et là, on a en effet une réflexion qui revient, d'ailleurs ce que tu viens de dire, Stéphane Bernard, à l'instant, c'est
la notion de prise en compte, c'est-à-dire que l'individu se sent dans la société, il se sent intégré, alors qu'autrement, eh bien, en effet, on est dans cette logique de désintégration de l'individu. Oui. Alors, comment intégrer l'individu, oui, comment l'amener à se dire, par justement des pouvoirs publics qui proposeraient au niveau des médias, osez nous répondre, donnez votre avis. Oui, c'est peut-être une... J'avais deux autres points, excusez-moi. Ouais, et Si je peux intervenir par rapport à la question de l'individu, c'est qu'en fait, on a l'habitude, nous, de se penser en tant qu'individu, mais nous sommes pensés par la communauté qui est autour de nous. Et donc, on a une perspective qui est un peu, je pense, qui actuellement atteint son paroxysme, c'est-à-dire qu'on est dans un paroxysme de l'individu comme étant la clé de la société, alors que c'est la société qui produit des pensées au travers de tout un système d'éducation, de culture, de valeurs, et qui fabrique des sécrétions qui sont des individus. Et nous, on croit, avec notre grande arrogance, Oui. que nous sommes des individus insécables, autonomes, indépendants, ce qui est absolument faux. C'est tout sauf le réel. Le réel, le réel, c'est ça. On peut le voir d'ailleurs se manifester. Tu parlais d'exemple des poubelles. On peut voir qu'on est dans une interdépendance multidimensionnelle très opérante, mais on est dans un moment, à mon avis, de l'histoire sur lequel les individus ont fabriqué une espèce de mur par rapport à ce qu'ils sont réellement en fonctionnement et en relation avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, je ne sais pas, un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui coince et qui fait qu'il va falloir arriver à des situations accidentelles pour que les personnes commencent à comprendre le collectif qui est en eux. Et moi, je pense qu'on est à ces stades-là. C'est-à-dire qu'on est dans des remises en question fortes qui sont en train de bousculer comment on pourrait dire ça, le corps social, quoi. Le corps social, on sent qu'émotionnellement, il souffre. Moi, je ressens une colère en moi, et qui n'est pas forcément ma colère, c'est une colère distribuée qui m'habite et qui fait que je vois des manifestations physiques de ça, parce qu'il y a une dérégulation dans ce lien, comment dire ça, individu-collectif, ou individu-communauté, individu-valeur, je ne sais pas trop comment le dire, c'est très difficile de rendre tangible ce que l'on ressent dans son organisme. En même temps, c'est vrai que c'est fondamental, en effet, Stéphane André, ce que tu dis par rapport à un rebond de ce que disait ta mère juste avant, c'est-à-dire justement cette problématique de l'individu, je reformule, mais c'est ça finalement, l'individu qui croit qu'il est indivis en latin, qu'on ne divise pas, et qui finalement est un flot de tout ce qui n'est pas lui, qui est entré en nous. Mais alors, comment pouvoir aussi observer dans l'instant présent ce que ma bouche dit? Est-ce que c'est ma bouche qui le dit vraiment, ou est-ce que ma bouche répète un slogan à la mode qui m'a complètement traumatisé et qui peut me mettre en effet dans une émotion de colère ou de tristesse ou de suicide ou que sais-je? Parce qu'il y a aussi le contraire, les burn-out actuellement. Donc c'est vrai que c'est une grande question. Alors là, on va peut-être entrer dans un débat civilisationnel, mais je sais que Stéphane Bernard, toi, tu nous quittes bientôt. Alors, est-ce que tu auras un mot à nous dire encore avant de partir? Parce que... Tout à l'heure, en écoutant, je me disais que la culture scientifique donc, faisait référence à quelque chose qui était de l'ordre de la réflexion, alors que faire société était de l'ordre de l'action. Et en fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est resynchroniser et remettre en cohérence ce qui est de l'ordre de l'action et avec ce qui est de l'ordre de la réflexion. À titre individuel, donc mon action conduite ou présidée par mes réflexions, à titre individuel, je fais société, je suis partie d'un collectif, et là, ça renvoie à deux choses qui sont une culture, des us et coutumes,
et qui sont portés par une réflexion, par quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'intelligence, et en même temps des règles de fonctionnement, des lois qui organisent le processus de vie en société. Alors, c'est fractal, mais je me dis que qu'il faudrait arriver à faire, c'est à la fois à titre individuel et à titre collectif, remettre en synchronisation, remettre en cohérence ce qui est de l'ordre de la réflexion et de la culture, de l'intelligence, avec ce qui est de l'ordre de l'action, les règles et les processus. Et aujourd'hui, on voit bien à travers les exemples, parlons des poubelles, on voit bien que le système est complètement déréglé. Et comme on ne le voit pas, parce que ça se passe la nuit, parce que ça se passe quand on n'est pas là, parce qu'on ne sait pas où ça va, on a perdu cette conscience. Je vais vous interpeller là-dessus parce que je trouve ça ironique comme image qu'on souligne le fait que à travers nos poubelles, on ne fait plus société, alors que cet après-midi, les gens qui manifestaient dans la rue faisaient société. En fait, on est sur des préoccupations hyper individualistes, alors qu'il existe toute une frange de la population qui a des rites, des situations, qui font société, qui partagent des valeurs et des échanges. Et c'est en ce sens où la trajectoire de la discussion m'interpelle aussi. De la même façon que votre discussion avec la bouteille de lait, j'habite moi-même au-dessus d'une laiterie, donc il existe aujourd'hui en France, pour des cadres de personnes assez privilégiées, une réappropriation de rapport à la nourriture, à l'économie juste, etc. Bien sûr, mais comment faire attention à ne pas rentrer dans une dérive totalitaire indiquant des normes d'usage, des normes d'habitude, des normes d'être dans notre société? C'est aussi une trajectoire un peu angoissante pour avoir accompagné une diversité de publics sur un exemple tout aussi futile que les poubelles, sur les économies d'énergie dans un bâtiment. Il existe une norme d'usage qui dit c'est très bien 19 degrés, tout le monde sera content à 19 degrés. Ceci est une norme d'usage. Comment est-ce qu'elle est érigée, dictée, pensée? Comment est-ce qu'elle est ressentie? Comment est-ce qu'on peut travailler sur des façons d'être différentes? Comment est-ce qu'on interprète et qu'on accepte différentes façons d'être? Finalement, à faire société, ce n'est pas une reproduction des individus, mais une capacité à englober diverses façons d'être. La question, c'est plutôt quel est le dispositif qui permet aux gens de rediscuter les règles en commun. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la négociation de règles communes, les communs, ça s'appelle les communs, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui est outillé. C'est outillé, mais c'est entre guillemets, c'est un système politique qui finalement montre ses limites. C'est-à-dire, il a fonctionné dans une certaine période de l'histoire, mais comme les individus se sont transformés, je pense que le système politique qui faisait le lien entre le tout et les partis ou les individus, il est plus à même de produire de la règle, comme tu dis, acceptée. C'est-à-dire c'est de la règle qui soit finalement vire à une règle totalitaire, avec les formes de gouvernement qu'on commence à voir, ou alors, de l'autre côté, on a des gens qui effectivement sont militants, mais sont militants sans avoir une capacité d'agir concrètement en solidarité avec les autres. C'est-à-dire qu'ils vont agir, mais pour un centre d'intérêt qui est propre à leur propre idéologie. Et ils ne vont pas penser le tout, c'est pas vrai. Ils vont avoir une orientation qui est une partie du tout, qui n'est pas penser le tout. Ils n'acceptent pas, par exemple, l'handicapé, ou ils vont être dans l'exclusion. Dans les dispositifs que vous indiquez des communs, il y a des dispositifs de gouvernance dans lesquels ces règles se négocient. Aujourd'hui, les logiciels libres, Wikipédia, il y a plein d'espaces dans lesquels les communs existent, et on a des exemples. Ce n'est pas le modèle dominant. Ce n'est pas le modèle, parce qu'on nous a induit d'autres schémas. Au revoir. Au revoir Stéphane. Merci pour votre contribution. Au revoir Stéphane. Merci. Alors, je le rappelle, nous sommes filmés. Ah, nous sommes filmés. Oui, il y en a peut-être qui ont oublié, mais non, c'est indiqué, réécrit, redit, réécrit, mais bon, il faut être attentif à soi et à ce qu'on dit.
Et donc, je me tourne vers notre président Constantin. Qu'est-ce que tu en dirais de ce qui vient de se dire Parce que c'est vrai que c'était vraiment un grand débat qui dépasse même ce qui était évoqué comme base dans le petit livre jaune, cette idée que, en soi, c'est très bourdieusien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on est devant justement l'habitus, on est devant des répétitions de schémas, on est devant en effet, ce que disait Stéphane André ici. Devant une société individualiste. Oui, mais plus que ça, qui aura difficulté à changer. L'individu croit exister sans exister, puisqu'il est manipulé, si j'ose dire, il est infesté, c'est terrible, par les idées à la mode, les idées de son clan, de son groupe, de sa communauté, de son voisinage, et il croit que c'est moi. Et à partir de là, en effet, ce que disait Stéphane Bernard un petit peu avant, c'est vrai qu'il faut passer à l'action, mais comment passer à l'action quand l'action est complètement prédéterminée, ce que disait Stéphane André, finalement, dans des schémas, c'est une bonne question, à moins que Constantin, si tu n'as pas d'idée, Fred, peut-être. Le sujet est très très vaste, hein, parce que finalement, on parle de l'accès en tout cas, le premier moyen, en tout cas, de communication qu'utilisent en tout cas la plupart des personnes, c'est le téléphone portable. Pourtant, c'est censé être un outil technologique qui a un coût, en tout cas un coût de fabrication assez élevé et d'ailleurs qui consomme énormément d'énergie. A priori, tout le monde a un téléphone portable. Et pour quelle raison tout le monde a un téléphone portable? C'est parce que, en fait, la plupart des... En tout cas, c'est le premier moyen, en tout cas, de communiquer des idées. Sauf que la plupart des idées qui sont communiquées ne sont pas forcément des idées qui sont censées, en fait, fédérer les personnes. C'est plutôt des idées qui sont plutôt des idées clivantes, en fait. Donc, faut voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. En tout cas, la manière dont les gens, en tout cas, veulent paraître. Ils ne sont pas dans une optique, en tout cas. Enfin, il y a des optiques de communauté, en tout cas, du style à fédérer des gens autour d'une idée, etc. C'est vrai. Mais on dira que 80% du reste sont des communautés plutôt qui sont là en fait pour faire de la publicité et du gain. Donc, ou de la publicité, comme on disait tout à l'heure, de la publicité pour de la consommation de biens et non pas pour faire en tout cas de l'éducation ou de la publicité éducative. Donc, et puis on est face quand même à une société qui est très individualiste. Ensuite, bon, c'est peut-être un tout petit peu ma vision est peut-être un tout petit peu négative parce que je pense que c'est pas véritablement le cas, mais je pense clairement que le sujet est tellement vaste. Comment demain on peut inciter les gens justement à se rassembler autour d'idées qui permettent de ne pas être associés à du gain, ou à de l'économie, en tout cas pécuniaire, mais plutôt à une économie intelligente. Donc, on parlait tout à l'heure tu parlais je me rappelle plus, de civilisation cognitive, voilà, d'économie, en tout cas autour de la science, d'avoir une économie qui est plus orientée vers, en tout cas, un ressenti par rapport à nos besoins, et non pas à ce que, en tout cas, d'autres personnes souhaitent faire devenir, en tout cas, pour nous, des besoins, en fait. Que c'est un peu comme ça que l'économie fonctionne. L'économie du savoir, justement, qui permettrait à chacun d'entre nous de savoir plus, d'avoir accès à plus de sciences, plus de compréhension du monde dans lequel on est, compréhension de l'écosystème, on y revient, compréhension de l'économie au sens plein du terme, c'est-à-dire
la loi de la maison, économia en grec. Et on comprend bien la loi de la maison, on comprend aussi qu'on est tous sur la même maison, donc on a intérêt à s'entraider. Mais faut-il qu'il y ait en effet cette communication des savoirs? On revient sur l'éducation, ce que nous avons parlé un petit peu avant, celui qui vient de nous quitter pour sa réunion familiale, donc Stéphane Bernard. Et bon, on va peut-être clore, à moins que Fred, tu aies peut-être aussi un mot à dire. Oui, parce que là, on parlait du commun. À mon avis, pour qu'il y ait justement du commun, du vrai commun, ça recoupe avec ce qu'on a dit au début, et notamment la question de l'égalité et de l'égalité de pouvoir. À la fois, je pense, sur l'aspect scientifique, c'est-à-dire finalement le fait de pouvoir remettre en question explicitement en fait, ce à quoi on croit, mais aussi au niveau de l'agir. Pour que ce soit pas justement soit d'un côté l'État et genre une propriété potentiellement totalitaire ou dans laquelle on se reconnaît pas, ou à l'inverse, on a appelé individualisme, mais on l'a vu avec la pub, c'est assez peu individuel finalement, c'est plutôt des normes de petits groupes, plus ou moins d'ailleurs manipulés et qui sont quasiment jamais explicités et discutés explicitement, c'est très implicite. Pour être ni dans l'un ni dans l'autre, il faut qu'il y ait cet espace commun. Et il me semble que la clé, c'est effectivement le fait que ce soit vraiment commun. Et quand c'est vraiment commun, ben on est tous également responsables de ce que c'est et également à même de décider. Donc, au niveau d'égalité de pouvoir. Peut-être qu'on disait tout à l'heure, ça marchait un peu mieux, peut-être avant les journalistes scientifiques, etc. Peut-être, c'est une hypothèse, on pourrait se dire que ça peut être connecté ou corrélé à, par exemple, le fait que les médias dominants ou que le discours dominant politique disqualifie, par exemple, les syndicats. Peut-être le fait qu'il n'y ait plus vraiment de discours audibles qui visent justement l'égalité. Et c'était peut-être un tout petit peu plus le cas avant. Et là, je reviens à cette sorte de publicité. On disait, on parlait notamment de ces problèmes de consommation. Alors, si on était si on consommait moins, il y aurait quand même ce problème là encore est-ce que par exemple la banque est commune, collective? Est-ce que les citoyens ont un regard sur le fonctionnement bancaire? Parce que si on ne consomme pas, mais que notre argent qu'on travaille est mis sur des banques qui, elles, vont spéculer et opérer tout un tas de mouvements qui peuvent être très problématiques au niveau écologique ou au niveau géopolitique, etc., c'est quand même un problème aussi, quoi. On n'aura pas résolu. Et moi, il me semble qu'au bout du bout, là, on a un point, et sur la publicité, c'est pas tant, c'est qu'on est vraiment il y a eu une sorte peut-être de triomphe d'une pensée, d'une idéologie qui est issue de Mandeville. Je dirais que on se dit que finalement, si on laisse faire tout et n'importe quoi sans justement mettre de limites, de morale, etc., bah, ça va quand même vers le mieux. C'est-à-dire, on laisse faire, il ne faut pas imposer de la vertu et tout ça, il faut en fait que les choses s'emballent et s'emballent toutes seules, et là, c'est ça qui garantit le truc le plus juste, le truc optimal et qui garantit la prospérité. Ça, je pense que c'est un schème qui est hyper fort actuellement et qui est peut-être une des sources du problème aussi. Et on nous met tout le temps en face le contre-exemple soviétique, par exemple, et on va réduire toute pensée un peu nouvelle ou pensée du commun à l'expérience soviétique, par exemple. Et je crois qu'on nous impose artificiellement ce schème, Mandeville d'un côté contre Staline, quoi. Dans ce que tu viens de dire, Fred, il y a aussi la référence toujours à notre petit livre jaune pour ceux et celles qui nous regardent sur la chaîne. Donc, l'idée, elle est là quand même fondamentale d'évoquer la participation aux bénéfices de l'entreprise qu'avait proposé le général de Gaulle et reprise d'ailleurs par Ségolène Royal, mais toujours pas appliquée, à part quelques entreprises, Dassault et quelques autres, mais Carrefour aussi qui redistribue des actions Carrefour à chacun de ses employés, même les tout petits employés. Mais l'idée, elle est là, c'est qu'à un moment donné, pour ramener des gens à se dire « je me sens motivé par le monde dans lequel je suis », en effet, qu'il y ait cette notion de participation économique, financière, politique aussi, pouvoir avoir des parts d'action. Je pense d'ailleurs, dans la foulée, je prends un exemple
que je trouve extrêmement significativement intéressant, c'est le grand groupe international Air Liquide, qui a dans son conseil d'administration 2 représentants syndicaux qui sont à chaque fois sollicités pour dire qu'en pensent les gens qui travaillent chez nous. C'est pas un huis clos entre gens de pouvoir. Et je pense que ça, c'est un modèle à développer. Il faut en effet qu'il y ait des institutions qui préparent et qui mettent en place justement ce modèle participatif pour que les gens se sentent, reprenons ce que disaient un petit peu les 2 Stéphane, hein, parce que finalement il y avait un lien entre Stéphane Bernard et Stéphane André, cette idée de se dire il faut que l'individu ne soit pas un individu simplement, entre guillemets, finalement manipulé par des groupes sociaux, la société, la pensée à la mode, ce que tu viens d'ailleurs de resignifier à l'instant en effet, mais que l'individu puisse réaliser qu'il est dans l'intérêt général, que c'est vraiment, on est tous ensemble, et à partir de là, eh bien, participer deviendra de plus en plus, j'ai envie de dire, jouissif, et à ce moment-là, on aura peut-être en effet un monde beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus stable. Participer et développera l'intelligence de chacun et développera la créativité, les idées nouvelles et pour le bien commun, pour ensemble, pour aller vers une société plus humaniste, on va dire ça comme ça. Bon, à moins que Naël, qui a très peu parlé. Je n'ai pas parlé du tout. C'est pour ça que je le dis très peu. Parce que... Non, là-dessus, je n'ai pas tout ce qui a été dit. Moi, je suis au contraire, j'arrive pas à imaginer la société dans laquelle on vit aujourd'hui comme une société individualiste. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, dans mon imaginaire de ce que je vois aujourd'hui et de la manière dont fonctionne rien que par rapport aux réseaux sociaux, si on reprend l'exemple, l'outil premier de chaque réseau social, c'est le partage. Et en fait, pour moi, pour moi, la société actuelle ne rime pas avec individualisme, mais plutôt au contraire avec partage, avec partage des idées. Il suffit de voir des gros mouvements comme Black Lives Matter. Mais en même temps, par exemple, ce que disait Constantin un petit peu avant, il disait que finalement, quelqu'un prend son téléphone portable, mais pour se retrouver dans sa communauté. Il n'est pas ouvert au monde, au contraire, il s'est finalement enfermé dans un individualisme collectif, c'est-à-dire je suis moi, mais finalement emprisonné dans... non. Oui et non, ça dépend comment tu l'utilises en fait. Il y a une éducation autour de cette utilisation-là, mais on n'a jamais été aussi connecté avec des personnes de pays, de d'autres... Enfin, oui. Moi, je regarde mon téléphone, je suis connecté avec des gens qui habitent aux États-Unis, en Chine. J'ai même rencontré des gens sur les réseaux sociaux que jamais j'aurais rencontrés parce que on avait des centres d'intérêt communs, parce que mais est-ce que ça suffit? Je dis pas que ça suffit. Je sais pas si ça suffit. Et puis non, moi j'ai toujours besoin du physique aussi, mais parce que pour moi, l'apport des réseaux sociaux il est limité, comme tout est limité. Le physique a ses limites, le digital a ses limites. C'est le complément des deux qui fait que aujourd'hui, et puis il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver dans le futur. Mais ouais, l'individualisme là-dedans, moi j'ai du mal à le cerner. Voilà. Bon, alors on ose clore ou... Monsieur le Président, qu'en dis-tu? C'est clos comme ça. On t'entend plus là, tu as dû couper ton micro. Tu as dû couper le micro, non Constantin, dernier mot, si tu veux. Je disais qu'on pouvait clore, je suis désolé pour le... D'accord. J'ai coupé le micro pour éviter de faire du bruit. Non, je pense qu'il y a plusieurs idées qui matière à être réfléchies. En effet, sur l'individualisme, je ne pensais pas forcément à l'aspect communautaire, mais plutôt à l'aspect je m'enferme en fait dans... finalement, en fait, c'est la manière de véhiculer les idées. Il y a forcément des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux,
et qui utilisent en tout cas ce moyen de communication de manière positive, c'est-à-dire la connaissance, le fait d'avoir accès à des personnes qui ont du savoir ou qui ont des talents artistiques, etc. Et forcément, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Mais il s'est avéré, en tout cas dans l'histoire, que les réseaux sociaux et les moyens de communication ont surtout été des moyens, en tout cas, de véhiculer des idées qui n'étaient pas forcément, qui étaient là justement pour véhiculer des idées et non pas pour partager des choses. Voilà, donc je voulais juste rebondir sur ça, mais j'aime le côté positif, en tout cas, de... Alors, pardon, rappelle-moi ton prénom, Naël, voilà. J'aime bien le côté positif et je vais y réfléchir. Je suis très content, en tout cas, de voir ça comme ça. Par exemple, si on prend un autre exemple que les réseaux sociaux, on prend les jeux vidéo. Les jeux vidéo, à première vue, c'est plutôt enfermant de ce qu'on peut entendre à travers les médias, de ce qu'on peut entendre. Ça commence à changer. Mais n'empêche qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants qui avaient du mal à s'exprimer à l'école, qui avaient du mal à interagir avec d'autres camarades parce que ils n'ont pas forcément les mêmes codes sociaux, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes, parce qu'ils ne sont pas capables de parler à une fille, parce qu'ils ont toujours vu ça comme où ils n'arrivent pas à parler à un garçon, parce que voilà. Et en fait, il y a toutes ces barrières qui vont se lever à travers le jeu vidéo et ils vont se retrouver à interagir avec des gens avec qui ils n'auraient jamais interagi. Je regardais une série hier soir qui s'appelle très connue, qui s'appelle Modern Family. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui regroupe les schémas familiaux qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre société actuelle. Et dans un des épisodes, en fait, il y a un petit garçon qui a rencontré une fille super alors je ne sais plus si c'est les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Et en fait, quand il la rencontre dans la vraie vie, il se rend compte que lui, il a 11 ans et qu'elle, elle en a 46. Et en fait, voilà, mais ça apporte d'autres problématiques. Mais au final, ces deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans le monde réel, entre guillemets, qui ont des accroches, c'était sur des thématiques scientifiques, qui ont des accroches sur les thématiques scientifiques, et en fait, ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un décalage d'âge, qu'il y avait... voilà. Donc en fait, ça apporte d'autres choses. Oui, c'est bonne ou mauvaise, ou les deux. Mais... Non, et puis de manière générale, si on supprime la version numérique de nos échanges, il y a un présupposé, c'est d'avoir une mobilité socioculturelle dans n'importe quel groupe humain, quel qu'il soit. Mais je vous mets au défi de venir discuter dans un squat sur l'île Saint-Denis avec des squatteurs qui sont là sur la cimenterie depuis 23 ans. En fait, soit c'est une version très péremptoire de par le fait qu'on soit un groupe de blancs, mâles blancs, nord-occidentaux, en disant « je peux rentrer et m'imposer dans n'importe quel groupe de discussion », et c'est très mal connaître notre société composite, soit dans ce cas-là, c'est repenser la réalité de nos groupes sociaux dans lesquels on est. En fait, on va papillonner d'un groupe social à l'autre, mais finalement dans un univers assez homogène. Et c'est ce qui nous rassure, et c'est ce dont on a besoin. Donc il y a aussi besoin peut-être de reprendre un peu de recul sur nos propres pratiques. Je fais juste un point d'alerte sur la conclusion de cet échange. Prenons un peu de recul sur nos propres pratiques. Voilà. C'était ma fin de conclusion. Je voulais accompagner Naël sur cet élan positif. Bon, parfait. Je clôt. Oui, je le pense.